Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Notre deuxième capsule de la semaine. Avec ce mardi, nous allons retrouver un atelier certainement que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Alors, la H-Squat, je crois que j'ai bien prononcé, la H-Squat. Alors, beaucoup de squats, comme vous le savez, eh bien, c'est une variante surtout eh bien, du squat, le squat classique avec le coach Bou. Alors, évidemment, il va revenir sur de multiples facettes puisque vous savez, eh bien, cet atelier est réservé aux membres inférieurs puisqu'avec les quadriceps, les ischio-jambiers, mais également, vous avez le solaire, toutes ces parties du corps, les mollets. Et donc, on va toucher des muscles comme le couturier, vous avez aussi le tenseur du fascia lata. Alors, tous ces muscles-là vont être justement intéressés. Alors, tout à l'heure, je vais donner la parole au coach Bou et après quoi, nous allons revenir. Mais sachez que c'est un atelier exclusivement réservé aux membres inférieurs. Alors bonjour mesdames et messieurs, nous voici encore ce mardi, deuxième capsule. On va parler aujourd'hui de la musculation avec les machines et on va utiliser l'exercice tel que le hack squat, comme l'a si bien dit tout à l'heure coach Tandaha. Aujourd'hui, on est là pour présenter cet exercice qui est une variante par rapport à l'exécution des squats avec la barre ou bien des squats au Smith machine. Aujourd'hui, cette machine, elle a été inventée depuis le début des années 20 avec un grand lutteur, George Aken Smith, qui a pu montrer les bienfaits de cette machine. Donc, vous savez bien, ça travaille en intensité les muscles du bas du corps, notamment les ischio-jambiers, les quadriceps, les mollets, les adducteurs, les fessiers sont bien sollicités. Donc, un autre détail par rapport à cet exercice, il est performant par rapport à une protection du dos. Parce que il a une protection à l'arrière où le dos est bien placé. Et ça rentre dans le cadre d'avoir la sécurité par rapport à l'exécution de l'exercice. Donc, nous, on va juste vous présenter l'exercice. Allez, c'était notre joujou qu'on vous a présenté aujourd'hui, la machine hack squat. Vous avez vu comment ça travaille, la posture qui est adoptée par rapport à cette machine, il est efficace pour une protection de votre dos et solliciter en intensité les muscles du bas du corps. Donc essayez cela si vous avez la machine chez vous ou bien dans les salles, ça peut vous faire bien travailler cette partie qui sont le bas du corps. Merci à toutes, on se donne le rendez-vous à demain, Inch'Allah. Voilà, c'est fini. Merci coach Bou, merci pour ces démonstrations. C'est vrai que cet atelier, évidemment, pour certains, assez nouveau tout de même. Je disais tout à l'heure, en faisant le rapport avec cet atelier et le squat classique, tout de même une petite différence, mais j'espère que vous avez bien retenu et nous espérons en tout cas que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie avec également le coach Bou. Merci à lui. Mesdames et messieurs, le rendez-vous demain, Inch'Allah. Merci coach et merci à nos deux coachs ce matin pour les exercices et les nouvelles machines qu'ils nous présentent à chaque nouvelle capsule, excusez-moi. Je suis un peu perturbée parce qu'Alud Badarakan m'a rejoint en plateau, ça me fait rire. Comment ça va ce matin? Je bavarde un peu quoi. Ah, on va bavarder, on va bien bavarder. On a retrouvé notre invité de ce matin et je vais te laisser le soin de nous le présenter. Voilà, on a le plaisir de recevoir un jeune très entrepreneur dans le monde du digital, alors Fadilou Ley. Bon, demain, d'ailleurs, c'est le Magal qui lui est consacré à Cyril Fallou. Donc, c'est le Kazou Rajab. Donc, c'est un plaisir pour nous, c'est prémonitoire, c'est bon signe donc, de recevoir un Fadilou sur notre plateau à la veille donc, du Kazou Rajab. Ouais. Mais pour parler du digital, donc, avec son innovation, alors, Negus Card. Negus Card, c'est ça, oui, Negus Card. Negus Card, voilà. Negus Card, c'est une trouvaille qui permettra de mieux renforcer, de mieux huiler, voilà, disons, les relations professionnelles. Donc, dans le monde du travail, ça va être vraiment un apport pour même les managers, je pense même les spécialistes des ressources humaines, parce qu'il s'agit véritablement de digitaliser donc les relations entre employés, entre collègues. Et puis aussi, il y a d'autres avantages que cette trouvaille-là, donc, de notre invité offre à ceux-là qui vont peut-être l'utiliser ou bien qui ont commencé à l'utiliser. Donc, on parlera un peu de cette innovation, ce qu'elle apportera comme impact véritablement dans le monde du travail, mais également sa passion pour le digital, son engagement, mais aussi son choix de revenir au Sénégal, parce que voilà un jeune qui aurait pu
resté peut-être à l'étranger après sa formation. Il travaille comme beaucoup de jeunes Africains, mais lui, il a fait le pari donc du retour, le retour au pays. Et on espère que c'est déjà un retour gagnant et que le Sénégal puisse vraiment pleinement tirer profit de son immense talent. Parce que ce genre de profil, on a du plaisir à les recevoir sur Kenkeliba pour les offrir en modèle à tous jeunes, en tout cas, qui nous suivraient. Donc voilà véritablement les questions qui seront au menu des échanges avec notre invité, M. Leye Fadilou. Bonjour Monsieur Fadilou, Bonjour. comment allez-vous ce matin? Vous allez bien? Ça va bien. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir. On va pouvoir un peu discuter effectivement de digital ce matin et d'innovation avec notre invité. Mais on va d'abord peut-être revenir un petit peu sur les matchs de demain, parce que demain la Coupe d'Afrique fait son retour, donc les demi-finales, ça sera demain soir, et donc demain on aura donc la Côte d'Ivoire qui va affronter la République démocratique du Congo, mais également Nigeria-Afrique du Sud, et à l'issue de ces deux matchs, nous saurons qui seront finalement les finalistes de cette coupe. Oui, je pense que c'est aussi l'une des actualités. Bien sûr, au Sénégal, bon, il y a cette actualité aussi marquée par donc ce vote-là à l'Assemblée nationale, bien sûr, de cette proposition donc, du groupe donc, Wallou, hein, c'est-à-dire des libéraux du PDS, bien sûr, soutenus par donc, les députés donc, de l'APR, de la mouvance présidentielle. Bien sûr, avec donc, le vote de ce projet-là de loi, ça bouleverse carrément donc, le calendrier donc, électoral, parce que maintenant, on va devoir attendre, je pense bien, au mois de décembre donc, pour la tenue de la prochaine présidentielle. Donc, on va dire que c'est vraiment... Ça va tout chambouler, c'est clair, parce que les Sénégalais s'attendaient à voter au mois de février, le 25, si je ne me trompe pas. Le 25, c'est ça. Et on peut même dire que c'est pratiquement une première dans les annales donc, de la démocratie sénégalaise. Alors, ceux qui l'ont initié, ils ont leur raison, mais je pense qu'aujourd'hui, on a des mécanismes pour pouvoir donc, voilà, réguler tout cela, parce qu'on a trois pouvoirs, l'exécutif, le pouvoir judiciaire et bien sûr le pouvoir législatif. Chacun, bien sûr, a voilà, son champ d'action. Hier, les députés ont saisi le leur. Maintenant, peut-être que ce sera au judiciaire ou bien peut-être maintenant qu'on puisse trouver le canevas pour enfin que, voilà, que ces échéances-là et tout ce qu'il y a comme calendrier républicain puisse être respecté, parce que c'est ce qui fait le charme d'une démocratie. Une démocratie, il faut véritablement que donc, tous les acteurs s'accordent donc, sur les règles du jeu. Ce qui s'est passé, c'est clair. Forcément, il y aura un impact sur la suite, donc, sur la suite, bien sûr, voilà, du jeu électoral, parce que ça chamboule tout. Je pense que les états-majors étaient prêts pour aller en campagne. Bon, à quelques heures, bon, il y a eu cette adresse du président de la République, forcément. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est suspendu, bien sûr, à la suite, donc, disons, aux suites, hein, qui seront, voilà, aux conséquences plutôt, donc, de ce vote-là, hier à l'Assemblée nationale. Et puis également, c'est vrai, on aurait aimé que cela se passe dans la sérénité, mais on a vu comment... donc, le vote s'est fait. Peut-être ça a été un peu compliqué. Chacun voulant peut-être user un peu de ses prérogatives. Finalement, il y a eu la présence de forces de l'ordre dans l'enceinte. Je pense que ce n'est pas une bonne image pour la démocratie. Parce que quand même, voilà, toutes les caméras du monde pratiquement sont braquées sur le Sénégal. Bon, maintenant, peut-être il y a une opportunité, une fenêtre qui est offerte avec cette invite au dialogue, un dialogue plus inclusif, pour des élections plus inclusives. Peut-être que, bon, espérons que les acteurs puissent saisir cette opportunité pour véritablement un dialogue fécond, mais surtout sincère, et que l'on ne puisse plus revivre véritablement pareil scénario, parce qu'il y va de la crédibilité de nos institutions, parce qu'une élection doit se tenir à date, et aujourd'hui, le Sénégal donc, vient de reporter pratiquement, on peut le dire, donc, ces élections présidentielles. Je pense que c'est vraiment l'actualité phare pour le pays. Bon, l'autre actualité, bien sûr, c'est le sport, avec donc les quarts de finale les demi-finales qui se profilent à l'horizon. On aurait aimé que notre pays soit de la partie, ouais, parce qu'on avait le potentiel. On a le potentiel pour pouvoir intégrer donc le carré d'as de cette CAN. C'est bien dommage
pour nous, Sénégalais. Vraiment, quand je vois un peu la composition du tableau de ces demi-finales-là, j'ai quelques regrets. Je vais dire même beaucoup de regrets, quoi, hein, parce que je me dis qu'on avait vraiment la possibilité d'intégrer ce carré d'as, parce qu'aucune équipe n'est supérieure donc, au Sénégal. Sur le plan du coaching, dans l'approche de notre match contre la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui a été raté. Et malheureusement, on ne peut que regretter et nous préparer pour les prochaines échéances. Mais je pense que là, il y a une équipe qui se détache du lot, c'est forcément le Nigeria actuellement, qui est annoncé comme étant le grandissime favori de cette CAN. Il y a également la Côte d'Ivoire avec l'instinct donc du survivant qui l'habite. Les Ivoiriens seront difficilement donc ils seront difficiles, disons, à battre dans leur propre pays, sous le regard bien sûr de leur public. Il y a aussi l'Afrique du Sud qui revient de très loin, parce que je pense que la dernière demi-finale de l'Afrique du Sud, quand même, ça commence à dater. Ça remonte peut-être à la CAN, si je ne me trompe pas, à la CAN 2000. Donc ça fait 24 ans que l'Afrique du Sud attendait enfin d'intégrer le carré d'as de la Coupe d'Afrique des Nations. Et au regard de son potentiel, c'est vraiment mérité. Parce que c'est un pays, c'est une équipe très joueuse. L'autre demi-finaliste, c'est la RD Congo. Et cela, quand même, démontre que le coach congolais a su véritablement remettre quand même à l'endroit le football congolais, surtout sa sélection A, et ce, en peu de temps. En peu de temps, parce que de ça, il a hérité pratiquement d'une équipe en lambeaux, d'une équipe qui était pratiquement désorganisée, commençait même à être la risée de l'Afrique malgré son passé glorieux. Et aujourd'hui, la RD Congo qui intègre le carré d'as, cela démontre qu'avec du sérieux, avec un bon travail, avec du talent, on peut faire des miracles, et c'est ce qu'il a su réussir, parce que personne n'attendait quand même la RD Congo à ce niveau de la compétition. Et cela devrait avertir le Sénégal, hein, parce que quand même, la RD Congo sera notre prochain adversaire pour la qualification donc, au mondial. Et que, on n'a pas à avoir cette aire de supériorité face à cette équipe-là, parce que ça promet vraiment une partie très serrée. Quand ils débarqueront à Dakar, je pense que le premier match aura lieu à Dakar. Et donc, on se doit de se préparer. Et le Sénégal devra dorénavant suivre de façon plus attentionnée donc, les performances donc, du Congo, de cette équipe congolaise. Donc, dans l'ensemble, je pense que les jeux sont vraiment ouverts avec l'élimination du Sénégal, du Maroc, qui étaient les grands favoris de cette compétition. Les grands favoris, c'est ça. L'équipe la plus teigneuse, l'équipe la plus déterminée, pour moi, gagnera cette CAN-là. Et ça, c'est vraiment une bonne bouffée d'oxygène aussi, on peut le dire, quelque part, pour le football africain, quoi. Effectivement, et on va d'ailleurs regarder quelques images qui nous ont été préparées par Ibrahima Mboup dans le cadre de ces demi-finales, et on revient juste après. Le nouveau pont d'Abidjan qui enjambe la lagune Ébrié. Abidjan a changé de visage ces dernières années. À l'image de la capitale économique, l'équipe nationale ivoirienne est comme transfigurée pendant la Coupe d'Afrique au point de se retrouver dans le carré d'as. Après les lions et les aigles, les éléphants s'attaquent aux léopards de la RDC. Un match que les supporters attendent avec beaucoup de confiance. Un match vraiment intéressant. Ça serait un match tendu, mais que le meilleur gagne. Mais je sais que le meilleur, ça sera les éléphants. Voilà. Donc bonne chance aux éléphants pour la suite. On va gagner. Bon, je suis sûr qu'on va gagner. Et puis aussi, les joueurs là aussi, dans 2 jours là, ils jouent bien. C'est qu'on va gagner, on va devenir champion de la CAN. On va devenir CAN seulement, c'est pour nous. CAN va rester ici. Rares sont les supporters ivoiriens qui ont des appréhensions, mais il en existe. La RDC reste un gros morceau. Ce sera un match très difficile parce que le Congo, c'est un pays qui est très solide en matière de football. Ça ne sera pas facile puisque la RDC vient de loin, comme la Côte d'Ivoire aussi. Et ça ne sera pas facile. Si la RDC marque le premier but, ça sera difficile pour les Ivoiriens parce qu'ils ont un bloc puissant derrière, donc ça ne sera pas facile d'égaliser. Je crains un peu la sélection parce que lors de ce dernier match-là, on a eu quelques joueurs
qui ont eu des cartons rouges. C'est ce qui m'inquiète un peu. Malgré tout, les supporters des éléphants rencontrés sont convaincus qu'il y a une force qui pousse leur équipe. Un supplément d'âme et la main de Dieu. Actuellement, il y a une rage aux Ivoiriens parce qu'on pensait que tout était déjà fini. Puisqu'on a cru en Dieu, on a cru à Dieu. Et puis, avec le soutien du Maroc, qui nous a ressuscités, il faut qu'on soit reconnaissant avec les Marocains. La force de la Côte d'Ivoire dans cette compétition, c'est l'esprit de solidarité. Voilà, nous avons un esprit de solidarité. Donc, on joue jusqu'à la dernière minute. Voilà, on ne néglige rien. En temps normal, ici d'abord, nous on a un système pour gagner la Côte d'Ivoire chez elle ici. Ça, j'ai 46 ans cette année. On n'a pas eu ces équipes-là qui viennent, nous, on est ici. C'est rare. C'est rare. Donc, c'est ce qui fait qu'on sait toujours que la victoire, ça sera les Ivoiriens. C'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est tout ce qu'on peut dire, c'est Dieu. Parce que de façon miraculeuse, on arrive à gagner les matchs. On s'est dit, c'est Dieu. C'est notre CAN. Il nous fera grâce de garder la CAN. À moins de 48 heures de l'affiche, Abidjan retient son souffle et retrouve son équipe nationale humiliée à Ebimpe face à la Guinée équatoriale au premier tour. Mais entre-temps, les hommes d'Emers Faye ont un nouvel état d'esprit et sont devenus les héros d'une nation en quête d'une 3e étoile. La CAN, c'est chez nous. La coupe ne bougera pas. Le parcours du Congo qu'on essaye de suivre un petit peu de plus près, hein, comme tu le disais, Alioune Badara Kane, ce Congo qui est de retour quand même dans ce championnat africain. On n'a pas encore posé la question à notre invité. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces 4 dernières équipes qui restent dans le carré d'as? Alors, surprise, hein. RDC, Afrique du Sud, franchement, je pense qu'on ne pensait pas au tout début de la CAN qu'ils allaient atteindre les demi-finales, quoi. Surprise. Moi, j'ai une petite préférence pour le Congo quand même. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. On va voir, je pense qu'on va le savoir très vite avec les matchs de demain. C'est vrai que moi aussi, hein, j'ai ma petite préférence pour le Congo quand même. Hein. On parle beaucoup du Nigeria, mais le Congo qui a quand même fait ce grand retour, ça donne beaucoup aussi d'énergie au peuple du Congo qui sont assez motivés aussi. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas dans ce match. Bien sûr, ce match contre la Côte d'Ivoire. Donc évidemment, ça va être le divertissement, hein, la CAN du divertissement qui continue. Et pour le coup, le Congo est quand même assez attendu sur ce match-là, avec les performances qu'ils ont pu proposer aussi depuis le début de cette compétition. Et c'est vrai que face à la Côte d'Ivoire qui a, comme tu le disais, hein, l'énergie du revenant, ça va pas être simple, mais on essaye je pense que les Congolais sont quand même assez confiants, n'empêche, dans ce match-là. Et c'est vrai que, bon, on va voir. Je pense qu'on va voir. On se charrie souvent sur les réseaux sociaux. Hein. Peut-être que entre Congolais et Sénégalais, on se rate rarement. Bon, souvent, ils nous traitaient de Sénégaliens avant que l'on gagne notre première CAN. Bon, nous, on les appelait les Rumbaman du foot. Hein. Toujours là pour mettre de l'ambiance, mais avec pratiquement 0 victoire donc au bout, même si quand même ils ont 2 CAN, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais il faudrait dépoussiérer ces trophées-là. Ils sont tellement couverts de poussière parce que ça date de longtemps. Donc je pense que le Congo, si je ne me trompe pas, l'a gagné si je ne me trompe pas, hein, je crois que la dernière fois, c'était en 60... Ça fait longtemps en tout cas. Non, 60, quelque chose comme ça. Avant le mondial 74, hein. Je pense que c'est en 74, quelque chose comme ça, qu'ils ont gagné leur deuxième CAN. Donc, ça fait longtemps. Donc, le Congo court donc derrière un trophée depuis très, très longtemps. Alors, moi, je n'aimerais pas voir le Congo avoir une 3e étoile. Il faut qu'ils nous attendent, qu'on puisse avoir notre 2e étoile, avant de pouvoir envisager quand même leur 3e. La Côte d'Ivoire également, même chose, parce qu'il y a cette petite rivalité. Donc, dans la région ouest africaine, la Côte d'Ivoire a 2 étoiles. Moi, avec ma belle génération-là, je pense que avec une meilleure approche peut-être de nos matchs couperés, je pourrais bien, dans 4 ans au grand maximum, avoir une 2e étoile, histoire de les coiffer au poteau, parce qu'en termes de palmarès aujourd'hui, il n'y a que cela qui peut-être plaide un peu en faveur de la Côte d'Ivoire. Sinon, le Sénégal commence à avoir véritablement une table assez garnie en termes de trophées. Parce que si on cumule l'ensemble des trophées gagnés par le Sénégal ces 2 dernières années,
on dépasse la Côte d'Ivoire. Mais là où la Côte d'Ivoire nous dame un peu le pion, c'est au niveau des sélections A. Ils ont 2 étoiles, j'en ai une pour l'instant. Donc je ne souhaite pas que la Côte d'Ivoire gagne pour qu'on puisse les rattraper. Donc moi, je mettrais une piècette sur le Nigeria. Parce que, bon, il n'y a pas de rivalité entre nous et le Nigeria. Ah. Donc c'est ton favori. C'est le plus grand pays de la sous-région, de la région en termes de démographie. Donc le Nigeria est 4 étoiles ou 5. En principe, cela ne devrait gêner personne. Il le mériterait bien. Ça va pas changer grand-chose pour nous. Il nous laisserait avec nos frères, nos autres frères de la sous-région, quoi. Donc je pense que le Nigeria aujourd'hui a vraiment tous les avantages pour enfin accrocher une 4e étoile à son maillot, quoi. Mais sinon, comme je l'ai dit tantôt, les jeux sont ouverts. Vraiment, les jeux sont très ouverts, quoi. Effectivement. Mais en tout cas, c'est vrai que dans tout ce que tu cites, on n'entend pas beaucoup l'Afrique du Sud, finalement. Ah, j'ai oublié. Non, mais l'Afrique du Sud, parmi les 4 demi-finalistes quand même, je me dirais que peut-être elle a moins d'atouts pour aller jusqu'au bout. Mais là, quand on arrive en demi-finale, tout est possible. C'est ça. Hein. Parce que c'est des matchs que l'on gagne. Surtout quand on atteint les tirs au but avec un gardien comme le leur, c'est toute une histoire. Hein. Tout est possible. Mais bon, on verra bien. On va poursuivre justement avec cette Coupe d'Afrique. Regardons l'élément de Thierno Dramé. À moins de 48 heures des demi-finales, le groupe d'études techniques de la CAF est face à la presse pour faire le point sur les premiers enseignements de la compétition. Du comportement des équipes aux évolutions tactiques, tout le monde s'accorde à dire que des progrès ont été faits. L'exemple des stratégies défensives mises en place par les techniciens. Les équipes participantes ont fortement densifié leur axe, resserré les lignes défensives, parfois très hautes sur le terrain. Cependant, les chiffres montrent que les attaques ont quand même pris le dessus. Ici, ce n'est pas les attaquants qui marquent les buts, mais on a parlé plutôt de l'animation de l'équipe, en fait. Donc, le progrès. Tout le monde peut marquer selon l'animation qui a été mise en place. Que ce soit les défenseurs, que ce soit les milieux de terrain ou l'attaque. Mais il faut dire que les équipes ont beaucoup travaillé et ils se sont adaptés à la situation du moment où il fallait vraiment se donner plus de chances offensives. Et donc l'animation offensive, ça concerne tout un bloc. À ce stade de la compétition, 113 buts ont été inscrits. C'est mieux que lors des 2 dernières éditions de la CAN. Le 4-3-3 et le 4-4-2 sont les dispositifs tactiques les plus utilisés cette année. Sur la provenance des joueurs, le championnat de France est le plus représenté avec 90 joueurs, mais on note une forte progression du championnat saoudien avec 75 joueurs. 39 seulement évoluent sur le continent, la plupart en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le pays utilisant le plus de joueurs locaux, avec qu'un seul joueur évoluant dans la diaspora. Autre fait marquant, les critiques sur l'arbitrage que la CAF rejette. Moi, je peux dire que rien n'est parfait, bien sûr, mais je pense que cette compétition, l'arbitrage ne peut pas être jugé pour aucun résultat dans cette compétition. Je pense que le niveau de l'arbitrage dans cette compétition est vraiment très haut. Et on travaille tous les jours pour améliorer. Il y a une équipe qui travaille tous les jours avec les arbitres et c'est ça que nous sommes en train de faire, mettre les conditions en place pour leur donner les meilleures conditions pour développer. Et je pense qu'ils sont en train de rétribuer avec de très bonnes actuations dans les matchs. Les arbitres qui ont officié lors du match Côte d'Ivoire-Sénégal ont été sanctionnés. Est-ce que vous confirmez? Ce genre de choses, bien sûr, que je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas l'information, c'est une chose interne. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a une commission d'arbitrage, il y a un département d'arbitrage et il y a un management de la CAF qui est ici pour faire le mieux, pour garantir que toutes les conditions et l'arbitrage sera toujours à très haut niveau. Le groupe d'études a salué les progrès notés donc dans cette compétition. Une des raisons est la bonne qualité des infrastructures mises en place par la Côte d'Ivoire. L'autre raison, les progrès effectués par les pays dits petits. La conséquence est que les 8 quarts de finalistes de l'édition précédente sont tous out. Le management des effectifs aussi est un facteur important dans la réussite des équipes du dernier carré. À titre d'exemple, le Mali éliminé a fait 26 changements, la Côte d'Ivoire 25, la RDC 21, là où des pays comme le Maroc et le Sénégal ont respectivement fait 19 et 18 changements. Une Coupe d'Afrique qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Et je pense qu'effectivement, même après le championnat, on continuera beaucoup de discuter sur tous ces éléments qui ont fait partie de cette compétition, à savoir l'arbitrage, entre autres, mais également la participation et l'élimination de certaines équipes. Alors, il est 6h59, on va passer à la première partie de la rubrique invitée, et ce sera juste après ceci.
Alors, notre invité de ce matin est avec nous, Fadilou Leye, et je vais laisser la parole à Alioune Badara pour pouvoir un petit peu vous laisser nous expliquer en quoi consiste Negus Card. Voilà, Negus Card, hein, donc on peut le dire, hein, c'est un système assez révolutionnaire dans le monde du travail. Je pense que ça permettrait de mieux huiler donc, les relations professionnelles parce qu'il s'agit d'une carte de visite digitalisée, hein, donc le tout digital dans le monde du travail. Personne maintenant ne se pose des questions sur la pertinence donc, du tout digital. Il nous a vraiment facilité la vie. Et pratiquement, le papier maintenant semble ringard, hein, rétrogradé, hein, voilà, donc démodé même. Et donc tout cela grâce aux jeunes inventeurs donc, de sa trempe, hein, de la trempe donc, de M. Leye, Fadilou Leye. Alors, jeune inventeur donc, de Negus Card, qui véritablement donc, permet donc, de faciliter donc, les relations, les échanges dans le cadre professionnel. Mais avant de revenir sur Negus Card, j'aimerais bien quand même que l'on s'arrête un peu sur son profil, mais sur son parcours aussi. Hein. Comme je l'ai dit, c'est un jeune à offrir un modèle, donc un exemple aux autres là qui nous regardent. Il aurait pu rester en Occident après sa formation. Mais vous avez fait le pari de revenir au pays. Alors pourquoi ce choix-là? Ce choix-là demande du courage, M. Leye, parce que je sais qu'au moment où nous parlons, beaucoup de jeunes Sénégalais certainement sont devant ce dilemme-là. Ils ont fini leurs études ou bien ils sont dans un cadre professionnel assez confortable, mais ils aimeraient bien participer au développement de leur pays. Mais voilà, il y a peut-être cette peur-là d'un lendemain incertain. Qu'est-ce que je trouverai au pays? Est-ce que j'aurai en fait les mêmes avantages et tout cela? Vous, est-ce que vous êtes posé toutes ces questions-là avant de faire le pari du retour au Sénégal? Bien sûr. Alors, comme vous l'avez dit, hein, c'est quand même un choix assez risqué. Vous parlez un peu de mon parcours. J'ai fait justement, comme vous l'avez dit, des formations à Barcelone déjà. Ouais. Après cette formation-là, je décide de revenir en 2019 pour continuer une autre formation ici, au Sénégal. Et après celle-ci, je décide de retourner en France pour commencer, on va dire, un master, quoi. Et finalement, bon, c'était un projet sur lequel j'étais en train de travailler pendant 2 ans, je pense. Et dans ma tête, c'est justement le moment, quoi, de revenir, quoi. Ouais. C'est quand même, comme vous dites, un choix assez risqué. Hein. Comme vous dites, il y a beaucoup de jeunes en ce moment-là qui veulent, en fait, ou qui tentent en tout cas d'aller en France ou aux États-Unis, ou on va dire peu importe le pays. Mais moi, ce qui m'a fait revenir en tout cas, c'est que l'Europe ne me faisait plus rêver à un moment donné. C'est-à-dire que là, j'avais tellement de choses en tête, j'avais tellement de choses que je voulais réaliser. Je pense en tout cas qu'être en Europe, c'est justement un frein pour moi. C'est un frein pour moi. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de revenir, de commencer Negus Card. Et pour l'instant, ça va, quoi. Ouais, pour l'instant, alors, Khadi nous a rejoint en plateau, donc n'hésite pas, tu peux t'installer avec nous. Bienvenue, Khadi. Et donc, est-ce que ce retour, au tout début, il y a eu des écueils? Vous avez été un peu découragé peut-être par l'environnement un peu européen, au point que vous envisagez donc de revenir une fois au pays. Voilà, vos premières impressions, vous êtes dit, j'ai fait le bon choix, malgré les premiers écueils peut-être qui sont présentés sur votre chemin. Difficile, un retour difficile au tout début, parce qu'en fait, justement, les gens déjà ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas, ils se posent des questions. Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ça. Mais en fait, justement, je pense que quand tu sais ce que tu veux faire, peu importe les difficultés que tu vas rencontrer dans la vie, en tout cas, il y a la motivation qui est justement en toi. Et c'est ce qui va t'aider en fait à surmonter les parties difficiles, en tout cas. Voilà, ça fait maintenant 1 an qu'on a commencé le concept. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Il y a pas mal de sociétés qui nous contactent et tout, de gauche à droite. Pour l'instant, on essaie de faire de notre mieux et on verra ce que ça va donner, justement. Et pourquoi vous avez décidé de vous lancer, de vous intéresser à ce créneau, donc la carte professionnelle digitalisée, la carte de visite plutôt, digitalisée quelles ont été ces expériences auxquelles vous avez été confrontés, en fait, qui vous ont permis peut-être de vous dire, voilà, je pense que ce créneau-là, il est à exploiter parce qu'il pourrait peut-être contribuer à améliorer telle ou telle situation
dans le monde professionnel. Bien sûr. Alors, je dis tout le temps que toute solution digitale répond à un problème. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on connaît tous en fait les cartes de visite en carton. Les cartes de visite qu'on utilise en ce moment-là sur le marché. Ce sont des cartes en pile qu'il faut imprimer à chaque fois. Il faut traîner à chaque fois avec une autre carte de visite. Vous voyez, ça présente beaucoup de problèmes. Et parmi ces problèmes-là, il y a des problèmes liés à l'environnement qui ne sont pas à négliger, justement. Là, bon, on peut parler de chiffres. On dit qu'il y a 50 millions d'arbres qui sont coupés juste pour la confection des cartes de visite. 50 millions d'arbres. 50 millions par année, en tout cas. Vous voyez? Donc, du coup, ça contribue à la déforestation, qui a un impact négatif sur l'environnement, sur notre société et tout. Il y a aussi le manque d'entretien, vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des cartes qui peuvent se plier, vous voyez. Ça représente un problème aussi pour la personne qui reçoit la carte, parce qu'il faut à chaque fois mettre le numéro de la personne, mettre le nom, vous voyez, mettre toutes les informations. Le stockage. Voilà, c'est ça. Bon, c'est tous ces problèmes qui nous ont poussé justement à nous inspirer de la carte bancaire, en tout cas. Donc, du coup, la Negustra, je vais essayer de montrer un peu. C'est une carte comme ça, en PVC unique, vous voyez, où il y a le nom de la personne, il y a le poste de la personne. Et en fait, le système, il fonctionne facile, en fait. C'est-à-dire que là, avec cette carte-là, il suffira de mettre cette carte-là sur le téléphone de la personne pour absorber tout ce qui est coordonné, quoi. Voilà. Avec juste le contact de la carte et le téléphone, bah, automatiquement, il y a les fichiers contacts qui se créent automatiquement, quoi. Mais est-ce que, et sur la question sensible des données personnelles, est-ce que les personnes seraient rassurées? Quel gage vous leur donneriez? Ils puissent accepter de vous donner votre téléphone pour cette carte de visite-là? Elle est là. Parce que si je dois en fait vous donner mon téléphone pour que vous puissiez en fait télécharger bien sûr dans cette carte-là toutes les informations me concernant, bon, ça pourrait être un peu sensible, peut-être même mal perçu par certains qui pourraient y voir peut-être voilà, une récupération de des données et tout cela, quoi. Alors concrètement, ça marcherait comment et quelles seraient les limites, les garde-fous érigés, quoi? Alors en fait, concernant le système qui est mis en place, je vais devoir expliquer il y a deux systèmes, on va dire. Il y a le système NFC, il y a le système QR code. Vous voyez, le système NFC, bon, pour définir ça, on va dire que c'est le Near Field Communication. Near qui veut dire rapproché, Field qui veut dire champ, et Communication, logiquement, qui veut dire communication. Donc du coup, c'est de la communication à champ rapproché. Vous voyez. Donc pour que le NFC il fonctionne, il faut un lecteur, en l'occurrence le téléphone, et une carte en fait dotée d'une technologie NFC. En fait, juste avec le rapprochement, il y a une chose qui se fait, c'est que le lecteur, il absorbe les contacts. C'est-à-dire que là, la carte NFC ne peut pas absorber les contacts depuis le téléphone. Vous voyez, c'est le lecteur, en fait. C'est le téléphone? Oui, c'est le téléphone qui absorbe les contacts. Voilà, c'est ça. Qui est équipé. Ah, ok. Au moins, c'est là, bon, il y a de la sécurité, quoi. C'est ça, voilà. Il y a de la sécurité pour... La carte, elle ne peut pas absorber les contacts, enfin, les données, en tout cas, depuis le téléphone. D'accord. Je pense que ce principe même, on peut peut-être l'élargir à d'autres possibilités. Bien sûr. Bien sûr. Par exemple, l'accès aux locaux d'une entreprise, voilà, pour des questions de sécurité, au-delà même de la simple carte de visite, qui est sa fonction première. Bien sûr. C'est sa fonction première en tout cas pour l'instant. Mais là, avec mon équipe, on est en train de travailler pour essayer d'innover encore plus, de créer d'autres solutions digitales à travers les NFC, à travers le QR code, à travers ces cartes-là. C'est un sujet qui va vous passionner. Alors moi, j'avais même déjà une question. Déjà une question. Oui, elle est déjà dans le bain, c'est normal. Alors, est-ce qu'il y a des téléphones spécifiques seulement ou bien c'est tout? Bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est une question qui revient tout le temps. En fait, là, les téléphones qui ont été conçus depuis 2014, tous ces téléphones sont dotés de technologie NFC, on va dire. Vous voyez. Par contre, pour parler du thème de la compatibilité avec tous les smartphones, nous avons inséré ça là, qui s'appelle un Quick Response Code. Donc du coup là, c'est une réponse rapide de code, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que là, tous les téléphones en ce moment-là sont dotés de lecteurs de QR code. Si jamais le téléphone n'est pas doté d'une technologie NFC, la personne peut justement sortir son téléphone avec l'appareil photo, scanner ce QR code-là, et il y a le même résultat qui s'affiche, quoi. On a pensé à insérer le QR code pour justement les téléphones qui ne sont pas dotés de technologie NFC. Ah, ok. Ah, ça, alors, bien. Une fois qu'on a scanné alors, les informations, comment est-ce que ça apparaît dans le téléphone? Est-ce que ça s'enregistre directement dans notre répertoire, par exemple, avec toutes les informations, ou est-ce que ça ouvre une page spéciale? Comment ça se passe? Oui, justement, une fois que le scan il est effectué,
il y a une page externe qui va s'ouvrir avec justement l'image de la personne, le nom, le prénom. Ça dépend de ce que la personne veut mettre en tout cas. D'accord. Vous voyez? Et ce qui est intéressant justement, c'est le fait de pouvoir insérer des liens. Ah oui, du coup, si on a un site internet à promouvoir ou quelque chose, un on lien peut cliquable, lancer. un compte Instagram, une page Facebook, un compte LinkedIn. Vous voyez, on peut mettre tout ça. Et ce sera à la personne de cliquer sur un bouton ajouter qu'on a mis, ajouter le contact, et ça va sauvegarder directement sur le téléphone. D'accord. Je pense que ça va bien marcher avec les influenceurs. Est-ce qu'ils font partie de votre cible dans le lancement? Oui. Alors en fait, la cible principale justement, ce sont les sociétés. Ce sont les sociétés pour l'instant en tout cas. Mais on reçoit beaucoup de commandes de particuliers, de gens normaux qui viennent sur notre site, qui commandent et tout. Mais pour l'instant, la cible principale reste quand même des sociétés quand même. D'accord. Alors, parlons de ces sociétés-là, votre cible principale. Pour que de tels projets puissent également prospérer, il faut de l'adhésion, il faut de la clientèle, il faut un réseau aussi qui vous fait confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que vous avez fini de lancer cette carte digitale, Neguscard, il y a de l'intérêt pour cela, pour cette trouvaille? Vous avez pu peut-être tisser certains partenariats? Oui, alors je ne sais pas si vous citez des noms. Il n'y a pas de souci, on est là pour vous accompagner. Vous êtes un jeune Sénégalais qui a de l'ambition, et puis voilà. Donc c'est le but du jeu. Exactement. Alors en fait, depuis qu'on a commencé, justement, il y a eu pas mal de sociétés quand même. Ah, c'est bien. Il y a eu pas mal de sociétés. Je peux citer le cabinet Mazar, en fait, je pense que tout le monde connaît. Je peux citer Sablux, qui est dans la construction. Il y a Lagardère aussi. Ah oui. Oui. Il y en a eu pas mal. Il y en a un, là, en ce moment, je ne peux pas citer le nom parce que le contrat, il n'est pas mais mine de rien, vous avez fait une belle entrée en matière. Oui, pour une première année, ça va quand même. Pour une première année, ça va. Je reçois beaucoup de sollicitations par rapport à ça parce que, justement, c'est... En attendant celle de la RTS, bien sûr. J'espère en tout cas. J'espère en tout cas. C'est un système assez nouveau. Oui. Vous voyez, c'est l'effet WAP que ça produit, quoi. Vous voyez, ce sont des cartes qui n'existaient pas avant au Sénégal. Et voilà, quoi. Ouais. Et même pour les cartes professionnelles, je crois que aussi également on peut envisager leur digitalisation. Oui, bien sûr, des cartes professionnelles qui en même temps incluent la carte de visite, on va dire. Voilà, exactement. Il faut travailler sur ça, il faut continuer à innover, on va dire. Alors, on sait que l'environnement quand même des startups, sur le plan économique, des fois, est peu viable, hein, parce que quand même le taux si je peux entrer dans le jargon médical, le taux de mortalité, on peut le dire, des startups quand même est un peu élevé. Vous êtes une jeune startup. Certainement, vous travaillez avec d'autres jeunes également dans tous ces projets-là. Exactement. Alors, comment vous trouvez cet environnement-là? Est-ce qu'il est vraiment propice? Que faudrait-il faire pour l'améliorer? Pour qu'il y ait plus de talent à accompagner? Que l'éclosion soit beaucoup plus féconde? Oui. Alors, en fait, je pense que l'État, en ce moment, a mis en place des structures, en fait, pour financer, pour accompagner les gens, en tout cas. C'est pas facile, hein. Le fait de commencer un business au Sénégal, c'est pas un truc facile. Il y a beaucoup de contraintes. Vous voyez, il y a beaucoup de contraintes. Dont justement le financement, vous voyez. Parce qu'en fait, tout start-up a besoin de financement, d'accompagnement pour pouvoir éclore, en fait. Mais là, on prévoit, en tout cas, sur cette deuxième année, d'aller vers ces structures-là, essayer de voir ce qu'on peut faire, nous, en tout cas, avec eux. Et on va essayer de voir ce que ça va donner, en tout cas. Il y a, en tout cas, des structures qui sont là. Il faut aller vers eux. On prévoit, ça fait partie de nos objectifs, en tout cas, sur cette deuxième année. On va essayer de voir avec eux ce que ça va donner, quoi. Alors, il y a aussi cette autre question que souvent que je pose aux jeunes porteurs de projets, en tout cas, qui ont votre profil. On sait que dans cet environnement, quand même, c'est vrai, la concurrence, elle est un peu féroce. Et puis, des fois, il y a beaucoup de similitudes entre les projets, quoi. Entre pas mal de projets, on note quand même qu'il y a une certaine similitude. Et je pense que dans un marché, pour un marché aussi restreint, parce que le Sénégal, quand même, c'est pas un si gros marché pour vous, parce que vos ambitions quand même, dépassent de loin les frontières du Sénégal. Il faudrait un peu, peut-être, selon moi, mutualiser vos actions, que vous ne vous contentiez pas simplement d'être dans votre petit coin et puis de faire vos choses, sans tenir compte également des inventions ou découvertes peut-être d'un collègue qui est un peu dans le même environnement. Est-ce que ça aussi, vous l'envisagez, en fait, une sorte de collaboration pour qu'il y ait de la suite entre ces projets-là et qu'il n'y ait pas de concurrence finalement malsaine qui ne profiterait à personne?
Bien sûr. Alors, c'est justement, je pense que c'est un conseil que je vais essayer de prendre. Pour l'instant, ça ne faisait pas partie de mon plan, mais je pense que ça peut être une bonne chose quand même. Vous voyez, ça peut être une bonne chose. Le marché, il est assez large. Il est assez large. Comme vous dites, autant s'associer que justement se faire la concurrence. C'était pas prévu en tout cas, mais c'est un conseil que je prends. C'est un conseil que je prends. On va essayer de voir ce qu'on peut faire en tout cas avec eux, quoi. Il y a de la concurrence depuis. On a été les premiers quand même. Je tiens à le souligner. On a été les premiers à mettre en place une carte comme ça au Sénégal. Par la suite, il y a eu justement de la concurrence, ce qui est logique. Vous avez vu, hein? Ouais. Voilà, d'autres sont venus pour faire pratiquement aussi la même offre, hein? Bien sûr, la même chose. Mais je pense que la concurrence aussi, c'est une chose qui peut être bonne. Bien sûr. Qui peut être bonne. Vous voyez, c'est une chose qui peut permettre de pas trop dormir, en fait, on va dire. De tout le temps voir ce qu'ils font et essayer à chaque fois d'améliorer l'offre en termes de design, en termes de prix, vous voyez, en termes d'innovation par rapport au système, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de pouvoir mutualiser aussi, dans le sens où effectivement le marché est assez large. C'est vrai que si tout le monde se met à la carte de visite virtuelle, il va y avoir besoin quand même de forces vives et de ressources humaines pour pouvoir répondre à toutes ces demandes. Et quelles sont du coup vos projections pour les 5 premières années peut-être, puisque vous êtes au démarrage du projet? Alors, comme je dis, en fait, entreprendre au Sénégal, c'est pas chose facile. Vous voyez, il y a le contexte, il y a beaucoup de choses qui font qu'à tout moment, ça peut chambouler, en tout cas. On ne se projette pas sur autant d'années, on va dire. Vous voyez, on va essayer de... On prend un jour après l'autre, c'est ça, voilà. Dans le milieu des startups. Déjà, pour la première année, moi, je pensais pas que ça allait prendre autant. Vous voyez, ça m'a un peu surpris. Ça m'a un peu surpris. Donc, du coup, là, je me dis que, franchement, on essaie de faire les choses bien, en tout cas. Hein, on essaie de faire les choses bien. Et après, on verra ce que ça va donner, quoi. D'ici l'année prochaine, peut-être ça va évoluer encore plus. On ne sait pas. En tout cas, le contexte ici au Sénégal ne permet pas justement de se projeter sur autant d'années, quoi. Oui. Mais jusque-là, touchons du bois, ça marche bien. Vous êtes en train de vous construire votre petit réseau. Déjà, avec toutes ces grandes entreprises-là que vous avez citées, on peut dire que voilà, c'est des motifs d'encouragement pour vous et votre jeune équipe, j'imagine bien. On est jeunes, oui. Voilà. Khady? Alors moi, j'avais une question, c'est plutôt sur le hardware. Alors, qu'est-ce que vous avez utilisé pour pouvoir créer cela? Vous avez utilisé des algorithmes, du PHP, Java, J2E. Qu'est-ce que vous avez utilisé concrètement? Donc, j'ai fait semblant de comprendre. Oui, je fais semblant de comprendre. On vous laisse entre experts. Oui. Alors, en fait, c'est un logiciel qui a été développé avec Python. Oui, avec Python. Donc, du coup, là, on ne va pas tout révéler quand même. On va pas tout dire, en fait. La concurrence surveille. Hein? Bien sûr. Donc, du coup, là, le logiciel le langage de programmation qui a été utilisé, c'est Python. Ouais, donc, avec ça, on programme des cartes. Après, il y a une équipe design aussi. Il y a l'aspect design, je pense que la carte, elle est assez belle aussi. Vous voyez, il y a une équipe... Elle est sobre et minimaliste. Oui, vous voyez. Elle est simple. Bien. Donc, du coup, il y a l'équipe design qui fait son travail. Je fais partie aussi des gens qui développent le système. À chaque fois qu'il y a une commande, il y a un système qui est mis en place. On met les coordonnées. Après, ça sort en système V4. Et c'est comme ça qu'on va raccorder, quoi. C'est ça. Oui. Okay. Est-ce qu'on peut aussi s'attendre à d'autres solutions que, disons, créatives de votre part dans d'autres domaines, mais toujours bien sûr, avec l'aide du digital. Avec l'aide du digital, bien sûr. Bien sûr. Comme vous dites, hein, depuis qu'on a commencé, il y a eu pas mal de gens qui ont commencé le système. Donc, du coup, là, je pense qu'il serait intelligent, justement, de commencer déjà à prospecter d'autres niches. Voilà, c'est ça. On travaille sur ça. Normalement, d'ici cette année, d'ici la fin de l'année, en tout cas, on pourra mettre en place un nouveau système. D'accord. Et j'espère en fait revenir ici pour expliquer encore plus le truc. Quoi. On a hâte de voir ça. Hein. Et je pense que cette question également, elle devait être l'une des premières qui devrait vous être posée. Alors sur la protection aussi, parce que ça c'est une œuvre intellectuelle. Bien sûr. La propriété intellectuelle. Oui. Est-ce que ça a été... Ça a été protégé. Voilà, vous l'avez bien fait. On sait qu'il y a les majors là, souvent, qui viennent en Afrique piller certaines de nos inventions là, et qui se l'approprient au détriment malheureusement des petites structures africaines ou bien asiatiques, qui n'ont pas souvent assez de représentants pour rester en justice et que voir leur œuvre également rémunérée, quoi.
Bien sûr. Alors, avec la personne avec laquelle je suis en train de travailler sur l'aspect légal et tout, on s'était renseigné avant même de se lancer. Alors, le NFC, c'est un système qu'on ne peut pas protéger. Ah, ok. C'est un système qui est libre d'utilisation pour tout le monde. Okay. Ouais. Donc, du coup, là, on a pensé à ça au tout début. On a pensé à protéger le système, bien sécuriser le truc. Donc, en fait, c'est un système qui ne peut pas être protégé. C'est un système open source, on va dire. Il y a le NFC qui peut être utilisé par tout le monde. C'est pas nous, en fait, qui avons créé le NFC. Il suffit d'activer sur son téléphone. Mais vous le développez, chacun le développe à sa façon. Par contre, nous, on a créé la carte de visite digitale. On n'a pas créé le NFC, mais à la base du NFC, on a créé la carte de visite digitale. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, c'est bien. Mais vraiment, merci beaucoup, M. Ley, pour cette première partie si riche. Donc, un enseignement sur votre motivation, aussi, qui doit être une source d'inspiration pour les jeunes qui nous suivraient actuellement. Restez sur ce plateau. Dans la deuxième partie, on reviendra sur vos autres projets, sur également comment mieux vous accompagner, pour que vous puissiez créer davantage d'emplois au bénéfice de vos frères du Sénégal. Merci beaucoup, restez avec nous. Merci. Oui, restez avec nous et puis peut-être aussi dans la deuxième partie, on aura l'occasion de vous demander un petit peu quels sont les premiers retours de vos utilisateurs. Mais on va d'abord faire une courte pause avec le clip du jour pour souffler quelques minutes et on revient juste après. Très beau clip qu'on a eu le plaisir de suivre. C'était un bon moment. Bon, même si moi j'aurais mis du Kinela Mambamba, du Forte Girl. Bon, peut-être demain il faudra aller s'asseoir du côté de la régie. Beaucoup plus ambiancé là. Du côté de la régie. mais c'est Daradi Family. Fada, il reste quand même un grand monsieur. Hein? Voilà, je chahute seulement, mais il reste un grand monsieur. Voilà, qui hisse haut le drapeau du Sénégal. Effectivement. C'est de la bonne musique. Le choix de la régie. J'aime beaucoup Fada. En plus. Ah ben, on les remercie pour ce choix ce matin. Khady, d'ailleurs, peut-être avant tout à l'heure que tu nous parles de ton sujet du jour. Nous a permis d'électrifier ces localités au niveau de Ndiébel pour un coût global de 516 millions de francs CFA. L'électricité va permettre aux élèves de mieux travailler à l'école. L'électricité va permettre le développement d'activités socio-productives pour alléger les tâches ménagères de nos vaillantes femmes, de nos vaillantes mamans. L'électricité va permettre d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens. C'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en a accordé une importance et veille à ce que l'ensemble des projets et programmes soient exécutés dans les délais, mais aussi à la satisfaction des populations et pour intégrer leurs besoins futurs. L'opérationnalité de ces différents postes de courant contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations. Elle favorisera aussi le développement socio-économique des localités bénéficiaires. À l'école Tafsir Mor Boye de Foundiougne, le ministre de la Culture n'est pas venu les mains vides. Le professeur Aliou Sow a remis des bourses scolaires d'une valeur de 3 millions de francs CFA et du matériel didactique aux 12 meilleurs élèves de l'école, aussi des livres et des tablettes. Objectif accompagner et faciliter les enseignements-apprentissages. La démarche se justifie à plus d'un titre. Cette école a donné les deux parmi les premiers bacheliers du Sénégal. Si aujourd'hui, on parle de l'intégration de l'Afrique au niveau du G20, nous le devons
à un ancien de cette école. Si nous pouvons aujourd'hui fièrement, allègrement, facilement rallier Fatick en traversant un des plus beaux ports ultra modernes, le pont Nelson Mandela, nous le devons à un ancien de cette école. Cet illustre ancien n'est personne d'autre que le président Macky Sall. Ici, l'excellence est célébrée, les meilleurs élèves sont primés et donnés en exemple afin d'inciter tous les élèves au travail. Et c'est pourquoi j'ai décidé, pour que l'exemple serve, d'attribuer à l'élève le meilleur de chacune des 12 classes une bourse annuelle de 250 000 francs, soit 25 000 francs par mois pendant 10 mois. Et une subvention de 500 000 francs CFA sera aussi accordée aujourd'hui au gouvernement scolaire de l'école. L'école élémentaire Tafsir Aliou Mor Boye est créée en 1893. Pionnière dans le système éducatif, elle a formé plusieurs générations de cadres sénégalais mais aussi français. Aujourd'hui encore, les résultats enregistrés aux examens sont encourageants. Cette rencontre a permis aux directeurs généraux des pays présents d'échanger sur les questions et problématiques qui interpellent les différentes administrations pénitentiaires d'Afrique. Occasion pour chaque directeur de revenir sur les pratiques et la gestion de ses lieux de détention dans son pays. L'autre temps fort de la rencontre, c'est l'élection du président de l'Association des services correctionnels d'Afrique. C'est ainsi que le colonel Abdoulaye Diagne, directeur général de l'administration pénitentiaire du Sénégal, a bénéficié de la confiance de ses pairs. C'est une marque de confiance, c'est également une lourde responsabilité pour nous de travailler dans le sens de l'intégration et de l'amélioration de nos pratiques carcérales. Je pense que la réunion d'aujourd'hui jette les bases d'un renforcement de ses capacités et le pays hôte, le Maroc, qui a une avance certaine sur beaucoup d'autres pays africains, a une bonne expérience à partager avec nous. De ce point de vue, je pense que les défis sont nombreux, qu'il s'agisse de la formation du personnel, des pratiques carcérales, de la sécurité, de la réinsertion sociale. Le nouveau président va aussi travailler pour la reconnaissance de l'association au niveau international. Il s'y ajoute la recherche d'un siège et la mise en œuvre d'un plan stratégique. Profitant toujours de son séjour au royaume chérifien, le colonel Abdoulaye Diagne a rencontré le délégué général à l'administration et à la réinsertion du Maroc. Rencontre durant laquelle un protocole de coopération dans le domaine pénitentiaire a été signé. J'ai le grand bonheur de visiter le Sénégal il y a quelques mois et j'ai vu de mes propres yeux à quel point, au-delà de l'hospitalité bien évidemment et au-delà du cadre général de ce beau pays, j'ai vu le développement qui est réalisé au Sénégal. Et je peux vous dire que nous avons beaucoup de choses à apprendre à nous également de l'expérience sénégalaise. Et le contenu de ce protocole, c'est d'asseoir les bases d'une coopération en matière notamment de formation, de partage de bonnes pratiques, sur le plan de la sécurité, sur le plan des grandes problématiques qui interpellent aujourd'hui l'administration pénitentiaire et la gestion des personnes qui sont la gestion des détenus de manière générale. De ce point de vue, je pense que le Maroc a une bonne expérience et nous avons signé donc cette convention pour nous aider mutuellement et en tout cas améliorer nos pratiques pénitentiaires. Ce protocole de coopération vise aussi d'autres aspects comme la formation des cadres des administrations pénitentiaires des deux pays. Il y a aussi l'échange d'expériences en matière de sécurité des établissements, la réinsertion, entre autres. Ce dimanche matin, il y avait foule au monument de la Renaissance. À 1000 jours des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, une randonnée pédestre a regroupé plusieurs habitants de la ville de Dakar. Elle vise à marquer le compte à rebours d'un événement inédit en Afrique. Ce jour, c'est d'abord un moment de communication, un moment d'information de l'opinion, pas seulement sénégalaise mais africaine, c'est le monde entier. À travers tous nos réseaux sociaux, nous sommes en train de célébrer ce jour. Et nous avons pensé le faire de façon assez typique aujourd'hui à travers cette randonnée pédestre qui nous a mobilisés dans les principales artères de Dakar. Le processus de préparation des Jeux continue. Autant nous faisons du travail, j'appelle en laboratoire, autant il est important de célébrer ces moments qui rappellent aux gens ce grand événement à venir où l'Afrique va être à l'honneur
pour la première fois. Cette marche a vu la participation de plus de 2000 personnes. Ils sont venus de toutes les localités de Dakar, une ville partenaire des JOJ. La ville de Dakar est présente dans le comité d'organisation. Je rappelle souvent que la ville de Dakar est membre fondateur du comité d'organisation à côté du comité olympique et du ministère des Sports. Nous avons vu la forte mobilisation de l'équipe du maire Barthélémy Diaz qui était avec nous, à travers Mme Taille, la directrice des sports, ses équipes, des conseillers municipaux et même des maires de la commune de Mermoz, de la commune de Ouakam, qui étaient là avec nous. Mais tout ça, ça montre que le sport, quand il appelle, tout le monde est là, tout le monde répond présent. L'authenticité sénégalaise sera aussi à l'honneur lors de ces Jeux. Nous avons nos spécificités, nous avons notre savoir-faire. Et de ce point de vue, nous sommes en train de discuter. On ne peut pas le dévoiler ici, mais nous sommes en train de discuter avec des partenaires. Nous sommes en train de travailler. Les équipes sont mobilisées pour accueillir la planète entière, à la fois sur le plan organisationnel, mais aussi déjà au plan du spectacle culturel et sportif. Ces jeunes vont représenter le Sénégal en badminton après avoir participé à la randonnée. Place à une séance d'entraînement. Ils se disent confiants. Ça se passe bien, on progresse bien aussi. Bon, les entraînements sont bien. Nous avons des bons coachs. On était partis au Bénin. Les autres continents qui sont venus, on a fait 5e place. On va gagner, Inch'Allah. Avec cette randonnée pédestre, le Sénégal compte taper dans le mille pour l'organisation et la participation. Pour un tel objectif, ils peuvent compter sur le soutien de la capitale. Merci à la rédaction pour ce bulletin d'information. Il est 7h35, on va passer à la chronique littérature avec Khadi. Et Khadi, tu nous disais tout à l'heure, tu vas nous parler ce matin d'un ouvrage de Mariam Dir, Destin croisé, c'est ça? Voilà. Alors Mariam Dir est une franco-sénégalaise. Elle est sociologue, consultante en communication et auteure de plusieurs ouvrages. Justement, Destin croisé est un roman de 455 pages auto-édité, puisque le 14 février s'approche. J'ai choisi exprès donc, cet ouvrage qui parle d'amour, mais pas que, d'amitié, d'immigration et d'harcèlement sexuel sur mineurs. Et ces thématiques sont résumées sur ces images-là. Regardons. Donc l'amour est au rendez-vous dans ce roman. Tout à fait. Alors selon Oscar Wilde, l'amour peut garder quelqu'un vivant. Et selon Hervé Benzin, une vie sans amour est une vie sans soleil. Si on prend l'amour au sens large du terme, par exemple l'amour pour son travail, aimer ce que l'on fait, ce qui entraîne donc la passion et la persévérance, justement, l'auteur lance un message pour les femmes. Regardons. Quand on est une femme, d'abord, il faut s'assumer. Par exemple, quand on a des rêves, il faut essayer de les vivre. Hein. Il faut se donner les moyens de ses ambitions. Parce que Destin croisé aussi essaie de mettre en avant des femmes qui sont modernes et fortes, oui, des femmes qui s'assument. Je ne parle pas d'égalité dans le roman, absolument pas. Mais pour moi, je me dis que voilà, il faut se donner les moyens de ses ambitions, croire en soi. Voilà. Et c'est ce que personnellement, c'est ce que j'ai essayé aussi de faire, parce que je rêvais d'écrire et je me suis donné quand même les moyens d'écrire. Oui, je me suis donné les moyens d'écrire et surtout de sortir mon roman, parce que quand même le chemin est long entre l'écriture du roman et le fait de sortir son roman. Et justement, moi, je suis ma propre éditrice. Oui, mon roman, il est auto-édité, donc je me sens un peu comme une écrivaine, mais aussi une entrepreneur en même temps. Il faut aussi avoir de l'audace. Hein. Par exemple, l'audace, c'est de contacter les librairies.
pour leur proposer son roman. Parce que vous savez, toutes les librairies n'acceptent pas les romans auto-édités. D'habitude, ils refusent. Hein. Mais moi, je n'ai pas hésité à frapper à la porte des librairies pour proposer mon roman. Et heureusement, mon roman est distribué par certaines librairies. C'est vraiment un défi. C'est un parcours qui est assez difficile. Et c'est pour ça que la plupart des auteurs, quand même, s'en remettent aux maisons d'édition. Voilà. Mais je ne regrette rien. Si on devait résumer Destin croisé en une phrase, ce serait comment les relations qu'on fait impactent notre vie. Destin croisé, c'est ça, ce sont des vies qui se croisent. Nina, qui a sa vie, qui croise Khadi, qui a sa vie, qui croise Henri, qui a sa vie, qui croise Marc, qui a sa vie. Voilà, ce sont des gens qui se croisent. Et voilà, et ça change leur destin quand même, ces rencontres-là. Pour la couverture, j'ai essayé de rester dans le même thème que le premier roman. Bien sûr, il y a les cœurs qui montrent vraiment qu'il y a une histoire d'amour. Voilà, c'est un tout petit peu sombre pour montrer quand même les péripéties de la vie. Parce que ça, les personnages ont évolué, et beaucoup de choses se sont passées dans leur vie. Donc voilà, la couleur noire rapporte justement ces péripéties auxquelles sont confrontés les personnages. Je ne veux pas tout dévoiler du roman, mais il se passe pas mal de choses. Voilà. De quoi mettre l'eau à la bouche, hein, Mariam Dir, au micro de Khadi. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'œuvre? Parce qu'on voit qu'ici, c'est le tome 2. Oui. Alors, avant, j'avais une question. Alors, croyez-vous au hasard? Ou bien vous êtes plutôt destin? Non, bon, pour moi, le hasard n'existe pas. Non. Plutôt destin. Pour ici moi, aussi. ça, c'est une conception occidentale du monde, quoi. Mais le hasard, pour moi, ça n'existe pas. Bon, peut-être tout est déjà tracé par voilà, le grand créateur. Voilà. Maintenant, il fait de telle sorte que bon, les astres s'alignent dans le bon sens pour qu'il y ait un parfait concours de circonstances et que la rencontre puisse avoir lieu. Voilà. Pour moi, c'est cela. Mais le hasard tel qu'il est défini par l'Occident, moi, ça, je ne partage pas trop. Bon, peut-être c'est une question de conviction aussi religieuse souvent. Peut-être que pour moi, parce qu'en étant croyant, on se dit que rien n'est le fait du hasard. C'est vrai. Tout a un soubassement. Effectivement. Voilà. Absolument. Alors, je suis tellement d'accord avec toi que je vais même vous donner une citation. Selon Samuel Ferdinand, ce que l'on appelle hasard n'est souvent qu'un signe du destin. Et c'est le destin donc, de deux femmes sénégalaises, Nina et Khadi, deux amies intimes. Elles sont battantes et ambitieuses. Elles vivent entre la France et le Sénégal et se voient confrontées à donc, des relations amoureuses tumultueuses. Nina, une mère divorcée, cache à son ex-mari Marc l'existence de leur fille. Hasard ou destin, leur profession les amène à se côtoyer. Marc va-t-il rencontrer sa fille? Qu'est-ce qui pousse une mère à cacher l'existence de son enfant à son père? C'est un cauchemar éveillé qui commence pour Nina. Mais heureusement, elle a l'amitié indéfectible donc, de Khadi. Justement, l'auteur revient sur cette notion d'amitié. Regardons. Je trouve que c'est l'histoire la plus importante du roman. Qui parle d'amitié parle d'affection, bien sûr. Donc, ce sont des personnes qui s'aiment mutuellement. Voilà. Et quand on est en Europe, l'amitié prend vraiment son sens parce qu'on n'a pas, la plupart du temps, on n'a pas de famille là-bas. On se retrouve tout seul. Quand il y a quelque chose, les premières personnes qu'on voit, ce sont ses amis. On compte les uns sur les autres. Donc là-bas, l'amitié est une notion qui est vraiment importante. Khadi et Nina et Sali, elles l'ont compris. Hein. Et il y a aussi, ce qui caractérise leur amitié aussi, c'est l'absence de jugement. Ce sont des personnes qui peuvent tout se dire sans avoir peur que l'autre nous juge. Parfois, par exemple, quand on a une amie, il y a des choses qu'on peut ne pas lui dire parce qu'on a peur de se juger ou bien on peut juger cette personne alors qu'on n'a même pas le droit de la juger. Mais avec eux, elles ont dépassé ce stade. Oui, il y a une amitié qui est mutuelle et sincère. Et Nina, pour sa carrière, elle a pu trouver un bon boulot et tout? Oui, absolument. Elle est carriériste, hein, c'est sa carrière avant tout. La preuve, elle a lâché son mari au profit de sa carrière. Donc, elle est consultante de communication. Elle s'occupe bien de sa fille. Voilà. Un peu comme vous? Peut-être, oui, ça ne veut pas dire que Est-ce que c'est vous? Je sentais venir cette question. Non, je ne suis pas Nina. D'où vous êtes venue cette inspiration? Comme ça, vous savez, quand on écrit, on laisse son imagination déborder, aller partout. Hein. Bien sûr, parfois, il y a des
choses de notre vie, je vais dire juste 1% de notre vie peut-être qu'on va mettre dans le roman et tout, mais après c'est de la fiction, de l'imagination. David avait un caractère facile, il ne se mettait jamais en colère et était toujours prêt à aider les gens. Elle espérait de tout son cœur qu'elle avait été une bonne épouse pour lui, à la mesure du mari merveilleux qu'il avait été pour elle. C'est vrai qu'on va toujours avoir tendance à poser la question aux auteurs et aux autrices, est-ce que c'est d'eux dont ils sont en train de parler dans leur roman, surtout dans les romans, hein, n'est-ce pas? Et là, c'est vrai que c'est un roman, comme tu nous le disais, qui a été publié en auto-édition. Voilà, tout à fait. Alors, véritablement, j'ai beaucoup aimé ce roman que je vous recommande d'ailleurs. Le style est fluide, véritablement très simple à lire. Voilà, donc il faut le lire absolument. Ça vous intéresse? Oui, j'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas lu, mais je pense à me remettre à la lecture et ça peut être un bon truc. Ah, bon, ça peut être un bon truc. Vous prenez note alors. Oui. Aline Badara, Bon, bien tu l'offres à quelqu'un? Ah oui, je pense que c'est un livre qui s'adresse à nous tous. Hein. L'homme est fait d'amour. On en a bien besoin. Hein. On en a bien besoin pour être épanoui sur Terre. Hein. Je pense que tout est amour dans notre existence. L'amour avec le Seigneur, l'amour avec son prochain. Donc, en fait, c'est ce qui fait même l'essence de l'homme. C'est ce qui nous différencie peut-être certainement des autres êtres vivants. On est fait de sentiments. Voilà. C'est un sentiment maintenant que l'on peut difficilement expliquer. Chacun a sa façon de le ressentir. Voilà, donc, mais il est important, il est incontournable pour une vie épanouie sur Terre. Ceux qui en manquent ont de la frustration, et cette frustration même peut déboucher sur voilà, peut-être quelque chose de très regrettable. Donc, d'où l'importance souvent également de démontrer à votre entourage, si vous êtes parent, à vos enfants, à tout le monde, quand même, votre amour, à leur témoigner de cela et tout. C'est important. Et puis maintenant, je pense qu'il y a un aspect très important d'actualité qu'elle a soulevé dans ce livre-là sur un peu. Donc, ce lien-là, cet équilibre à trouver entre voilà, aspiration professionnelle et vie sentimentale. Hein, c'est un choix souvent extrêmement difficile. Certains, je pense là, elle s'adressait aux femmes. Certaines donc font le choix du plan de carrière. Donc elles sont un peu carriéristes sur leur bord, au point même de négliger leur vie sentimentale, mais ça va toujours les rattraper. Ça vous rattrapera toujours. Je pense qu'il faut toujours donc créer cet équilibre-là, trouver cet équilibre-là, donc pour être épanoui donc, sur tous les plans. Parce qu'une vie sans amour, donc au bout du compte, voilà, vous serez un éternel frustré ou bien une éternelle frustrée, comme elle s'adresse à la gente féminine. Voilà, d'accorder de l'attention à peut-être celui-là qui va vous interpeller, un gentleman, on ne sait jamais. Il peut être votre futur mari, hein, l'homme qui partagera avec vous vos peines, vos moments de bonheur et tout cela. Ça, on en a besoin également, ce réconfort-là. Donc, aux filles, surtout qui sont en 4x4, souvent vitre teintée, ce n'est pas seulement cela la vie. Donc, de temps en temps, de baisser un peu la vitre, de discuter, de sourire, hein, d'avoir vraiment le commerce facile, n'est-ce pas, pour trouver son partenaire de vie et avoir une existence terrestre beaucoup plus épanouie. Ça, c'est important et c'est un conseil que je vous donnerai à vous, mes chères sœurs, cousines, voilà, petites sœurs. C'est important. Bon, on conseille en tout cas l'ouvrage à ceux qui nous regardent, parce que c'est vrai qu'évidemment, elle ne nous a pas raconté la fin, mais on aurait bien aimé savoir un petit peu comment va se terminer l'histoire de Nina. Et c'est vrai que dans cet ouvrage-là, j'imagine qu'il doit y avoir quand même pas mal de rebondissements en plus de 400 pages. En tout cas, si ça t'a plu, c'est qu'on peut le conseiller à tout le monde. Non, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de filles, beaucoup de dames, comme beaucoup d'hommes. Mais comme elle parle de la gente féminine, beaucoup de dames qui ont réussi leur vie sur le plan professionnel. Elles sont à des niveaux de responsabilité très élevés. Mais au fond, est-ce qu'elles sont heureuses? Parce que peut-être elles n'ont pas un partenaire sur qui voilà, se reposer, hein, et tout cela. Donc je pense que ça également, c'est des questions que l'on se doit de se poser. Hein. C'est important cela. Donc il ne faut pas privilégier la carrière
donc au détriment donc, de notre vie sentimentale. Quoi. Je pense que ce ne serait pas le bon choix. Il faudrait poser la question aux femmes directement, qu'elles nous disent comment se passe. Parce qu'il y en a aussi qui ont fait ce choix, dont elle parlait un petit peu dans cet extrait, de laisser de côté justement la vie de couple pour pouvoir pleinement profiter de leur carrière et qui sont épanouis. Donc bon, on attend les exemples. Quel épanouissement alors. On attend les exemples. En tout cas, merci Khady. Alors, tu nous parles aussi d'une expression que tu vas nous expliquer ce matin par mots et par mots. Voilà, par mots et par mots signifie partout, de tous les sens, de tous les côtés. Et elle s'utilise la plupart du temps, elle est associée donc à des verbes de déplacement et de mouvement comme aller, voyager, être. Et pour l'origine, il faut remonter au XVe siècle. Et le mot « veau », V-A-U-X, était employé en tant que pluriel du mot « veau », V-A-U. Le dernier étant une ancienne forme de val, synonyme de vallon ou petite vallée. Alors aujourd'hui, on trouve le mot val dans des textes littéraires comme par exemple Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. Merci Khady pour tous ces éclaircissements et on en apprend toujours dans la chronique littérature, bien sûr. Il nous reste une dizaine de minutes dans cette matinale et on va redonner la parole à notre invité du jour pour pouvoir parler un petit peu, comme on le disait tout à l'heure, de sa solution, Neguscard. Peut-être nous expliquer un peu aussi d'où vient ce nom et puis aussi quels sont les retours que peuvent faire les utilisateurs depuis le lancement de ce programme. Négus, sur le nom, moi j'ai ma petite idée, hein, mais bon, pour le coup... je lui laisse quand même l'honneur de nous édifier davantage. Hein. Oui. Voilà. Alors, comme vous le savez tous, en fait, Négus, en fait, nous sommes africains. Oui. On conserve toujours la racine africaine, peu importe où nous sommes en fait. C'est la raison pour laquelle, quant au choix du nom, j'avais voulu choisir un nom purement africain. Vous voyez ? Et je trouve que Négus, c'est quand même assez stylé, déjà. Oui, et après, bon, justement, Négus veut dire roi. L'empereur. Voilà, justement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, à l'époque, en Éthiopie, les rois étaient appelés Négus. Donc, du coup, là, pour faire justement le rapprochement avec l'Afrique, et que Négus aussi, je trouve que c'est un nom stylé. Oui. Donc, j'ai décidé de prendre Négus, associer Négus avec card, qui signifie carte en français. Ça donne Neguscard, finalement. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bien, je pense que c'est bien trouvé. C'est authentique, hein, vraiment l'idée elle est très originale et ça permet davantage de mieux vous positionner, de mieux vous démarquer et de mieux vous affirmer comme une jeune start-up africaine. Voilà, alors, et sur les retours que vous avez eus, je pense que c'est le sens de votre question, hein, par rapport à la satisfaction également de votre clientèle, parce que c'est très important de recueillir l'avis de la clientèle pour peut-être corriger certains impairs ou bien c'est toujours bien de le faire. Ouais, comme vous dites, c'est super important en fait d'avoir des retours clients. Je pense qu'on a dû améliorer le système par rapport aux retours clients qu'on a eu. Au début, le système il était bon, il fonctionnait bien, mais après on a eu des suggestions, on va dire. Par exemple, là, en ce moment-là, on a dû ajouter un truc qui permet que à chaque fois à la personne d'avoir la carte sur son téléphone. Voyez, donc du coup là, on n'a même plus besoin de ça en fait finalement. Voyez, la carte elle est automatiquement insérée sur le téléphone. Cette amélioration-là, on l'a faite en fait en tout cas à travers une suggestion d'une personne. Et je peux dire que Neguscard en ce moment-là, c'est une solution qui est utilisée, on va dire 5000 fois le mois. Vous voyez, il y a 5000 utilisateurs par mois en tout cas. 5000 utilisateurs, hein? Oui, elle est utilisée 5000 fois par mois en tout cas. Donc, du coup, ça montre, en fait, on va dire, la pertinence du système, en tout cas. Effectivement, il y avait un vrai besoin. Voilà, c'est ça. Après, justement, c'est un système qui est nouveau. C'est un système qui est nouveau. Donc, logiquement, les gens sont assez souvent impressionnés par... Ils me demandent, ah bah, tu mets juste la carte sur le téléphone et ça fonctionne? Je dis oui. Vous voyez, c'est un truc qui impressionne à chaque fois, quoi. Donc, du coup, les retours sont bons. On a juste eu quelques suggestions. Et on prend ça en compte et on essaie à chaque fois d'améliorer le système, quoi. De pousser le plus loin possible, on va dire, quoi. Alors, mais je pense que cette question également, elle s'impose sur un peu, parce que c'est un investissement, il y a le retour sur investissement, un peu la monétisation également de cette invention. Ça se passe comment? Par exemple, un particulier qui voudrait avoir Neguscard, comment il pourrait également vous rétribuer? Et tout cela, ça se passe comment? Alors en fait, nous on a en ce moment un site web, on a des pages Instagram, on a des pages Facebook.
Les prix sont sur le site. Okay. Justement, j'ai oublié de préciser 2 trucs. Oui. C'est que le système, il y a 2 systèmes. Vous voyez, on propose 2 formules. Okay. Il y a une Negus Card qu'on a appelée standard, qui est à 25 000, qui est beaucoup moins cher. Il y a une Negus Card qui est premium, qui coûte 30 000, 5 000 francs de différence, quoi. Donc, du coup, avec la standard, il n'y a pas moins de personnalisé. C'est-à-dire que là, on essaie d'apporter une petite contrainte, en fait. Oui. La personne ne peut pas mettre son logo. Vous voyez, il y a des limites de liens. Par contre, pour la version premium qui est là, il y a la possibilité de mettre le logo derrière, de changer la couleur, vous voyez, d'ajouter une photo, de mettre des liens illimités. Donc, du coup, elle a 25 000 la standard et la premium, elle a 30 000, quoi. Oui. Donc, pour passer la commande, vous rendez directement sur le site web, qui est Negus, je vais dire negus-card.com. Vous nous appelez sur 78 431 85 42, quoi. Et, voilà. Et l'achat, il est unique, c'est une fois. Une fois, vous payez une fois. C'est bon, c'est pour et la la carte, elle est utilisable à vie, quoi. Okay. Est-ce que justement, vous pensez peut-être à ajouter d'autres options qui pourraient être, je ne sais pas pour le modèle économique, mais qui pourraient être peut-être souscrites par abonnement, par exemple? Alors, en fait, on tient par contre à ce que ce soit un paiement unique. Vous voyez, c'est justement un argument de vente, en fait. Parce que ça, en une seule fois et après, c'est ça, c'est bon. Parce qu'on veut justement se différencier de la carte classique. Vous voyez, la carte classique, à chaque fois que le stock se termine, vous êtes obligé de repayer, d'imprimer à nouveau. On veut franchement se démarquer de ça. Donc, du coup, on veut conserver impérativement le paiement unique. On paye une fois et la carte, elle est utilisable à vie, quoi. Si jamais les coordonnées changent, ça peut être changé à distance. Et voilà, quoi. Et maintenant, pour les autres défis pour votre jeune start-up, quels sont les créneaux que vous comptez bien peut-être explorer, hein, voilà, les autres idées créatives que vous avez et tout cela. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un aperçu de cela, hein, même si vous n'êtes pas tenu de tout nous dire? Bien sûr. Voilà. Alors là, justement, les défis. Comme vous dites, hein, on prévoit vraiment d'explorer plusieurs pistes. Là, celui qui va revenir justement dans pas longtemps, c'est un truc en rapport avec la restauration. La restauration? Oui. Donc du coup, j'espère revenir ici en tout cas. Non, il n'y a pas de souci. C'est essayer d'expliquer en profondeur. Okay. Normalement, dans les mois qui viennent, on pourra lancer le système. Et espérons que ça connaîtra le même succès que les cartes de visite, quoi. Donc c'est clair. Ça déjà, bon, votre cible, elle est connue. Hein, c'est nos amis sérères. Oui. Donc, allez, faites un tour en pays sérère et vous aurez beaucoup de souscripteurs. Vous aurez beaucoup de clients. Et puis même pour la classe, parce que c'est vrai que vous me disiez tout à l'heure un petit peu, les gens sont impressionnés quand on voit comment le système fonctionne. C'est vrai que ne serait-ce que pour le show-off, donc de dire, voilà, regarde, ma carte de visite, c'est ça. Et évidemment, quand on veut impressionner les autres, on va plutôt sortir ce type de carte de visite plutôt que la carte de visite classique papier. Là, on peut montrer qu'on est un peu dans le futur, quoi. Exactement. Khady, t'aimerais bien avoir une carte, carte de visite comme ça, virtuelle? C'est pratique? C'est très pratique et véritablement, c'est facile à utiliser. Bien sûr, j'avais prévu de toute façon d'essayer de vous offrir aux 3 en tout cas des Negus Cards. On sera testeur alors pour la RTS. Vous allez tester, vous me faites un retour et après on verra, quoi. On fera nos retours, mais très bien. En tout cas, félicitations, bravo. Merci dernier appel pour peut-être d'éventuel soutien de la part des structures publiques qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce que vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat et vous méritez vraiment d'être soutenu avant que l'on prenne congé. Bien sûr. Alors bon, on sait que les structures sont là, hein, on sait qu'ils sont là. Donc, on les appelle à venir vers nous, hein, à nous accompagner. Parce que justement, c'est pas facile, en tout cas, d'entreprendre au Sénégal, comme je l'ai dit tantôt. On est jeunes, on essaye, vous voyez, on essaie d'employer d'autres jeunes aussi. Donc, du coup, là, on les appelle à, logiquement, venir vers nous, quoi. Nous tendre la main, on va dire, quoi. Et concrètement, de quel type de structure auriez-vous besoin pour être accompagné? Plus au niveau du financement, plus au niveau de l'innovation technologique? Alors, au niveau de l'innovation, nous, on pense que pour l'instant, les compétences sont là. Oui, vous avez les compétences sont là. Alors, il nous faut, logiquement, au niveau du financement et surtout de l'accompagnement. Vous voyez, tout ce qui est démarche administrative, les choses à faire, les choses à éviter, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, plus de souplesse. Voilà, c'est ça. Plus de souplesse, plus de diligence. Oui. Je comprends bien. Merci beaucoup, Fadilou. Merci à vous. Voilà, excellent magal pour demain. Merci. Voilà, c'est votre magal de Kaz Rajab. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de cette solution digitale. Merci à Khady pour la chronique littérature ce matin.
Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was.